Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie, une pluralité de procédures. Avant-propos. Johanna Genovese. Ennemi juré de l'arbitraire, la forme. Et la sœur jumelle de la liberté. 1. La procédure. Aborder un tel thème peut paraître présomptueux tant le sujet est riche et vaste. Cependant, même si ce sujet est d'une grande difficulté, il a pour avantage de mettre à l'honneur notre laboratoire, le CERDP, Centre de recherche en droit des procédures, mais il permet aussi de s'intéresser à une matière très vaste et très technique. 2. Notre droit est composé de deux grands axes, le fond et la forme, et l'un ne va pas sans l'autre. C'est donc sur la forme que nous allons plus particulièrement attirer votre attention. En réalité, il n'est pas question de la procédure mais des procédures, car chaque matière possède des règles de forme qui lui sont propres. Il est question de droit civil et de procédure civile, de droit pénal et de procédure pénale, de droit administratif et de procédure administrative. Certes, ce sont des matières qui sont distinctes, l'une étant sur le fond, l'autre sur la forme, néanmoins les deux se complètent, ayant pour objectif une optimisation du droit. 3. Commençons par tenter de donner une définition de la procédure. Ce terme vient du latin procedere qui signifie avancer, aller de l'avant. Le vocabulaire juridique en donne la définition suivante, dérivé de procéder, lat. Juridique procédere, s'avancer, procéder à une action judiciaire. Branche de la science du droit ayant pour objet de déterminer les règles d'organisation judiciaire, de compétence, d'instruction des procès et d'exécution des décisions de justice et englobant la procédure administrative, civile et pénale. La procédure permet l'accomplissement d'un formalisme particulier. De nos jours, ces différentes règles sont codifiées et permettent à tous de pouvoir les consulter, même s'il existe certaines règles qui ne sont pas écrites et qui doivent cependant être respectées à l'image des usages, notamment les usages du palais. La procédure s'applique tant dans le temps que dans l'espace et peut alors être comparée à une sorte de mode d'emploi du droit. 4. La procédure n'a pas cependant une très bonne réputation de par sa constante évolution et par son formalisme particulier. Cela se constate d'ailleurs à toutes les époques. Dans les plaideurs de Racine, ne peut-on pas lire que la procédure est une course d'obstacles ? Elle serait d'ailleurs pour certains l'apanage des plaideurs mesquins, de ceux dont on dit qu'ils utilisent précisément toutes les armes de la procédure, parce que leur cause est mal engagée au fond. La procédure est également mal perçue par les justiciables, car dans le terme utilisé, on entreaperçoit la notion de procès, ce qui a tendance à les effrayer. De plus, la médiatisation de certains procès comportant des erreurs de procédure a détérioré la vision de celle-ci. D'ailleurs, même les termes dérivant de ce mot ont souvent une connotation négative, notamment lorsqu'il est question par exemple d'une personne procédurière. La procédure est donc perçue, pour bon nombre de justiciables, comme une difficulté supplémentaire avant de pouvoir obtenir réparation. Pour qui sait s'en servir, la procédure est alors une corde pour étrangler l'homme inexpérimenté. 5. Cependant, cette idée négative est surfaite, car en réalité, la procédure est essentielle au droit. Elle permet d'ailleurs de garantir les droits des individus. Tout est procédure et à l'inverse, ne s'intéresser au droit substantiel sans prolongement vers le droit procédural, c'est s'amputer d'une dimension intellectuelle certaine, c'est une apprendre le solfège sans jamais jouer d'un instrument de musique. La procédure permet de vérifier la régularité ou l'irrégularité de certaines situations, d'assurer une sécurité et d'engendrer une forme de paix sociale. La procédure est donc le droit qui donne accès au droit. 6. De nos jours, l'on constate que le droit et la procédure évoluent constamment et il n'est pas toujours aisé tant pour le justiciable que pour le personnel judiciaire de tout maîtriser, et c'est tout l'enjeu et l'intérêt de ce colloque. Montrer l'évolution et les modifications actuelles de la procédure. De prime abord, les interventions des doctorants semblent hétéroclites tant les contributions sont variées, ce qui prouve toute la richesse et la difficulté de ce thème. Pourtant, en réalité, deux grands axes sont apparus. Cela a été matérialisé par 3 jeunes chercheurs qui vont aborder les liens unissant les différentes procédures. Monsieur Benjamin Ferrari, doctorant en droit privé dont le sujet de thèse est le dessaisissement du débiteur en procédure collective, va s'interroger sur la procédure civile et les procédures collectives. Relations conflictuelles ?
Monsieur Cédric Chapelle, doctorant en droit privé dont le sujet de thèse est l'expertise civile à l'aune des droits fondamentaux, va aborder devant vous la question du contrôle de proportionnalité entre le droit à la preuve et le respect de la vie privée. Madame Roxane Belramon, doctorante en droit privé dont le sujet de thèse s'intitule Spéculation et droit pénal, s'intéressera, quant à elle, à la procédure en matière de délit boursier, entre singularité et originalité. À travers leurs riches interventions, nous allons nous apercevoir que les liens entre les procédures sont de plus en plus nombreux et qu'il existe une sorte de duel des procédures, mais dont le but final doit toujours être le respect des libertés et des droits fondamentaux de chaque individu. 7. D'autres jeunes chercheurs ont constaté une évolution importante. La procédure se dématérialise et se déjudiciarise. L'on assiste à une métamorphose de celle-ci. En effet, la procédure se dématérialise progressivement, ce qui demande aux professionnels du droit une adaptation rapide et à un changement dans leur pratique. Madame Giovanna de Bernardi, docteur en droit privé, abordera cette problématique à travers la procédure à l'épreuve de la dématérialisation. Face à cette dématérialisation, il existe également un autre changement majeur, la déjudiciarisation. Cette déjudiciarisation est constatée dans de nombreux domaines et Madame Kathleen Kaigel, doctorante en droit privé dont le sujet de thèse est le surendettement des particuliers et procès équitables, traitera des apports de la loi du 18 novembre 2016 en matière de surendettement des particuliers. Madame Gwenaëlle Froment, également doctorante en droit privé dont le sujet de thèse est l'enfant et ses juges, traitera, quant à elle, de la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel, déjudiciarisation d'une procédure. La procédure est donc un thème très florissant, et chaque doctorant a eu à cœur de montrer le fruit de ses recherches dans sa spécialité avec panache et dynamisme. 8. Avant de leur laisser la parole qu'ils attendent avec impatience, je tiens à remercier Monsieur le professeur Yves Strickler et Madame Laetitia Antonini Cochin qui sont à l'origine du colloque des doctorants, créé en 2012. Je remercie également Monsieur le professeur Mathias Latina pour son soutien. Je tiens également à remercier Madame Christine Gaybo, qui a accepté la supervision de ce 4e colloque des doctorants. Un grand merci à Maître Adrien Mignonnet, avocat au barreau de Nice, qui nous a fait l'honneur de présider ce colloque et de le clôturer. Nous adressons également nos remerciements à Monsieur Thibaut Goujon-Bentham, président de l'ADEAC, et bien sûr un grand merci aux intervenants qui se sont investis avec entrain et passion durant ces mois passés. Et plus généralement un grand merci à l'ensemble des enseignants et doctorants de la faculté de droit de Nice, et une mention spéciale pour Madame Ghislaine Guaran qui nous apporte toujours au fil des ans une aide extrêmement précieuse, et plus généralement un grand merci à vous tous qui êtes venus encourager ces jeunes chercheurs. Procédure civile et procédure collective. Relations conflictuelles ? Benjamin Ferrari. Comment peut-on qualifier la relation entretenue entre la procédure et les procédures collectives ? Dans l'inconscient du juriste, le droit des entreprises en difficulté déroge nécessairement au droit commun. Dans ces conditions, la procédure civile ne saurait échapper au rouleau compresseur du droit de la faillite. Est-ce pour autant exact ? L'étude va tendre à démontrer que tout en adoptant une approche particulière des règles de procédure, le droit des entreprises en difficulté n'y déroge pas. En outre, il demeure soumis à certains impératifs jugés supérieurs. Ainsi, loin du conflit, la relation pourra finalement être qualifiée d'originale. 1. Approche intuitive. Procédure civile et procédure collective, deux faux amis que tout semble opposer. Un singulier et un pluriel, une approche individuelle d'un côté, une approche collectivisée de l'autre, un droit si célèbre et omniprésent d'une part, si dérogatoire et effrayant d'autre part. Intuitivement, l'affaire semble entendue et la relation ne saurait être qualifiée autrement que par le conflit. 2. Réalité de l'approche. Laissons de côté ces vieilles habitudes et détachons-nous de cette approche. L'étude de l'interaction entre ces deux droits n'est pas courante et relativement peu de travaux y ont été consacrés. Pourtant, les aspects procéduraux de la matière sont au cœur du droit des entreprises en difficulté. N'oublions pas qu'en droit des entreprises en difficulté, tout est procédure. Quand bien même les traits caractéristiques des deux droits sont fondamentalement différents,
Il n'en demeure pas moins que l'essence de la procédure civile est de s'adapter à la matière au sein de laquelle elle intervient. Nous pressentons ici une première raison de penser que la relation n'est pas si conflictuelle que ce qui est habituellement présenté. Quelle que soit la matière visée, le droit substantiel défendu impacte directement les moyens de l'action en justice liée. Les procédures collectives ne font pas exception à la règle. Simplement, en raison de leur particularité, l'adaptation des règles processuelles doit être telle qu'elle revêt l'apparence d'un conflit. 3. Les contentieux spéciaux du droit des entreprises en difficulté. Les aspects procéduraux de la matière sont omniprésents. Plus particulièrement, les interactions avec les règles de la procédure civile se retrouvent systématiquement dans le plus grand nombre de contentieux dits spéciaux du droit des entreprises en difficulté. Ces contentieux ont été qualifiés de mini-procès qui ont lieu dans le cadre général de la sauvegarde, du redressement et de la liquidation judiciaire. Ces bulles procédurales du traitement de la défaillance ne pourront être traitées. Par exemple, nous aurions pu parler du contentieux de la déclaration de créance et des décisions du juge commissaire, du contentieux des actions en responsabilité, du contentieux lié aux expertises et autres mesures d'instruction, ou encore du contentieux de la propriété. Au contraire, une approche générale des règles de la procédure civile dans les procédures collectives sera favorisée pour répondre au mieux à notre problématique. Néanmoins, sur ce point également, concédons encore que l'étude ne saurait être exhaustive. Nous n'évoquerons pas les règles de compétences territoriales et matérielles, le fameux principe de l'exécution de plein droit à titre provisoire ou encore des principes gouvernant la publicité des débats et des jugements. Loin d'être un échec, ces concessions témoignent de la richesse du sujet, qui à n'en pas douter mériterait un ouvrage à part entière. 4. De la dérogation à l'originalité. Comment qualifier le rapport entre la procédure civile et les procédures collectives ? Évidemment, le premier mot qui vient à l'esprit est le caractère conflictuel de cette relation. Toutefois, le terme n'est pas exact et cette caractéristique tend à s'atténuer. Déjà en 2008, Madame Saintalahouin reconnaissait que l'évolution est nette dans le sens d'une conciliation des impératifs de la procédure civile et de la procédure collective. Les sources de ce rééquilibrage sont triples: le droit européen des droits de l'homme, la loi et la jurisprudence. Dans ces conditions, qualifiée de conflictuelle, la relation entre ces deux droits semble être un raccourci rapide et faux, tant les tentatives de conciliation et les évolutions en la matière ont été nombreuses. Le terme de dérogation, à la consonance péjorative, n'est guère flatteur, mais il reflète bien mieux le lien entre la procédure civile et le droit des entreprises en difficulté. Cependant, il n'est pas vraiment plus satisfaisant car déroger a pour synonyme violer, contrevenir, déchoir, descendre, enfreindre et transgresser. Rien que ça. Au contraire, le qualificatif original est plus approprié à la conception que nous allons tenter d'adopter de la relation entretenue entre le droit des entreprises en difficulté et la procédure civile. Toutefois, cette affirmation est insuffisante. Les questions restent nombreuses. Pourquoi admettre une telle restriction des voies de recours ? Pourquoi y aurait-il autant d'intérêts antagonistes, alors que si peu d'acteurs se voient reconnaître la qualité de partie ? Plus concrètement, comment cette originalité se traduit-elle ? Un complexe numéro d'équilibriste attend le législateur, lorsqu'il s'agit de traiter des aspects procéduraux du droit des entreprises en difficulté. D'un côté, la procédure civile avec l'idée force de ménager au mieux les droits de la défense des justiciables, d'un autre côté, la procédure collective où doit régner discrétion, rapidité et certitude sur le sort des décisions rendues. Nous verrons que ces spécificités, sans disparaître totalement, tendent à s'atténuer. 5. L'originalité et ses limites. Le droit des entreprises en difficulté se caractérise par l'objectivisation du contentieux qu'il produit. Le juge y exerce une magistrature économique, qui le conduit à prendre des décisions de gestion et à exercer des choix économiques fondamentaux. Le procès économique justifie l'adoption de décisions dépassant la seule opposition des parties. Dès lors, ces éléments justifient le caractère original, des règles procédurales du droit des entreprises en difficulté. Toutefois,
Cette originalité comporte des limites, 2, qui se traduisent notamment par l'atténuation des spécificités de la matière. 1. Le CARACTE-RE original. 6. Prisme de l'originalité. La délimitation du sujet est périlleuse. Comment traduire au mieux l'originalité du droit des entreprises en difficulté? Nous pourrions lister l'ensemble des particularités de la matière. Néanmoins, la tâche s'annonce particulièrement rébarbative et ne semble pas véritablement suffisante à traduire l'originalité procédurale du droit des entreprises en difficulté. Au mieux, elle ne ferait que reprendre les développements pédagogiques des ouvrages de référence en la matière. Pourquoi ne pas rechercher une approche plus globale et transversale? Ainsi, serait-il opportun de s'interroger sur les destinataires des règles procédurales, les acteurs de la procédure? Dans le meilleur des cas, les acteurs de la procédure seraient les personnes que l'on peut, en procédure civile, qualifier de parties. Or, le droit des entreprises en difficulté semble générer sa propre notion de partie, A. Il s'agit là de la première originalité. Ensuite, tout en étant identifiées comme telles, certaines parties ne peuvent directement s'exprimer au sein de la procédure ou bien à l'extrême inverse, sont dotées de prérogatives extraordinaires. Ainsi, l'action des parties incarne la seconde originalité procédurale, B. A. L'originalité dans la notion de partie. 7. Recherche des parties. La spécificité des aspects procéduraux du droit des entreprises en difficulté se cristallise, notamment, autour de la notion de partie. Concédons immédiatement qu'elle ne sera appréhendée que sous l'angle restreint du droit des procédures collectives. La problématique à ce stade est de savoir si le traitement des difficultés de l'entreprise se concilie avec la notion de partie habituellement appréhendée par la procédure civile. Autant l'affirmer immédiatement, la réponse est négative. Au contraire, le contentieux de la défaillance d'entreprise et le rôle du juge en la matière conduisent à l'adoption d'une notion de partie propre au droit des procédures collectives. 1. Cette approche permet ensuite d'expliquer les spécificités de la maîtrise de l'instance en droit des entreprises en difficulté. 2. 1. Une conception particulière de la notion de partie. 8. Question délicate liée à la nature du contentieux. Notion incontournable de la procédure civile, le législateur n'a cependant pas pris le soin de la définir. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que l'identification des parties en procédure collective soit extrêmement délicate. Dans son acception la plus classique, est une partie la personne qui émet une prétention. Or, le droit des entreprises en difficulté bouleverse la matière car certains sujets de droit, sans formuler de prétention, n'en sont pas moins intéressés par les décisions rendues sur le sort de l'entreprise. Pour s'en convaincre, certains acteurs de la procédure peuvent interjeter appel, être entendus, être convoqués ou bien encore reçoivent notification de certaines décisions, alors qu'ils ne formulent pas de prétention à l'instance. Selon certains auteurs, ces prérogatives traduisent la volonté du législateur de conférer à ces sujets de droit la qualité de partie. Selon nous, une vision moins fonctionnelle de la notion doit être adoptée. Aussi, la qualification de partie pourrait être découverte grâce à la nature du contentieux et au rôle du juge en la matière. 9. La nature du contentieux. Classiquement, une partie est la personne liée à l'instance par l'existence d'un litige. Selon Solus et Perrault, le principe qui veut que le litige privé soit un contentieux entre parties se rattache au fondement subjectif de l'action en justice. Dans un contentieux à fondement objectif où le recours au juge tend à assurer le respect de la légalité, la personnalité des parties en cause tend à s'estomper, voire même à disparaître en certaines circonstances. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.